Métropolis Télévision dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Les États-Unis d'Amérique, de plus en plus actifs dans la coopération avec le pays de la région de Grand Lac. Washington vient donc de conclure un accord avec Kigali pour déverser au Rwanda 250 migrants, notamment un projet qui interroge. On aura plus de détails dans ce journal. Et puis 3 morts de diarrhée parmi les sinistrés du site CNPP à Kinshasa. Ces décès ont été signalés ce mardi par ces derniers qui alertaient déjà depuis plusieurs jours sur leurs conditions de vie précaires. Et à l'international, pour faire face à la hausse rapide du trafic maritime et à l'arrivée de navires de nouvelle génération en République du Congo, la société Congo Terminal renforce la modernisation de ses équipements portuaires en installant 7 nouveaux portiques de parc RTG. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé. Vous nous suivez depuis Mbujimaï. Il est exactement 19h30. Les États-Unis d'Amérique, de plus en plus actifs dans la coopération avec le pays de la région du Grand Lac africain. Après la mise en place du projet du corridor de Lobito ou les deals miniers à venir avec la RDC, Washington a conclu un accord avec Kigali pour déverser au Rwanda 250 migrants. Un projet qui interroge notamment par rapport à son timing, une simultanéité avec les négociations entre les États-Unis et la RDC que certains estiment ne pas être fortuite. Patrick Ilunga. Washington maintient deux fers au feu dans sa coopération, en même temps que le pays de Donald Trump s'apprête à signer un accord historique avec la RDC pour l'exploitation de mines congolaises. Il a conclu un accord de transfèrement de migrants avec le Rwanda. Kigali se propose comme déversoir des migrants. Ainsi, le Rwanda cherche à séduire les États-Unis d'Amérique, récidivant après que son projet similaire a été rétoqué par l'actuel Premier ministre britannique Keir Starmer. C'est en 2022 que Kigali avait signé un accord avec la Grande-Bretagne pour accueillir des milliers de demandeurs d'asile. Pour le président américain Donald Trump, qui souhaite accélérer l'expulsion de ces intrus, c'est du pain béni. Le chef de l'État américain aurait même déjà transmis une liste de 10 personnes devant atterrir dans ce pays des Grands Lacs. Si le Rwanda peut se prévaloir de son droit souverain de conclure des accords selon ses intérêts, on peut s'interroger sur le timing de cet accord qui intervient au moment même où la RDC avance vers un accord minier avec les États-Unis dans un deal visant à couper l'herbe sous les pieds d'un système de pillage de ressources naturelles en RDC dont profite notamment ce même Rwanda. Certains connaisseurs des négociations de l'ombre estiment que des actions de lobbying parallèles sont menées sur le sol américain pour attirer le pays de Donald Trump dans cette dynamique. Une diplomatie secrète fondée sur les droits de l'homme et les valeurs démocratiques, un critérium qui ne sourit pas forcément à Kigali. Et pour discuter en long et en large de ces sujets, nous recevons Patrick Ilunga, journaliste à Géopolis Forum, à qui j'ai dit bonsoir.
Bonsoir Blaise Kouzola, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Alors, première question, et la seule, l'accord que nous venons de suivre, qui a été conclu entre les États-Unis et le Rwanda, ne va pas déranger dans le deal les deals à venir entre la RDC et les États-Unis. Bon, d'abord, il faut dire qu'au niveau officiel, ce n'est pas encore entre le Rwanda et les États-Unis d'Amérique un accord qui est vraiment publié au niveau de manière officielle. Ce sont les officiels du Rwanda qui ont confirmé qu'ils ont un deal déjà signé entre les États-Unis et eux autour des migrants qui doivent être déversés au Rwanda, des migrants, donc des demandeurs d'asile aux États-Unis qui doivent être déversés au Rwanda. Alors, votre question, est-ce que ça va impacter ou bien déranger l'accord entre la RDC et les États-Unis d'Amérique? A priori, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même secteur. C'est deux pays différents, deux secteurs différents entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. L'accord à venir s'articule autour du secteur minier. Parce que bon, les États-Unis ont l'ambition de supplanter la Chine dans ce domaine-là. Parce qu'il faut savoir que la Chine, c'est la première destination des exportations minières congolaises. Donc, les États-Unis qui ont l'ambition d'injecter beaucoup d'argent, d'avoir des investissements colossaux dans ce secteur, en échange, il y aura justement les services sécuritaires, il y aura l'assistance sécuritaire des États-Unis en faveur de la RDC, la formation des services sécuritaires, on va dire l'armée, la police et les services de renseignement. Alors, on ne va pas entrer dans le détail parce que cet accord-là, je viens de le dire, s'articule autour du secteur minier. On ne va pas entrer dans le détail pour justement dire que la RDC regorge on va dire, des ressources considérées comme des ressources stratégiques. On va peut-être citer le cobalt, le lithium, le coltan, le tantal ou bien le germanium. Voilà, on peut s'arrêter là. Ces ressources-là, le Congo en regorge à profusion et ce sont des ressources considérées comme des ressources stratégiques essentielles pour la transition énergétique. Et pour les grandes puissances, Chine, États-Unis, ils estiment que le pays qui aura la main sur ces ressources-là dominera les autres comme superpuissance. Donc c'est hyper important. C'est ce deal-là. Alors, pour le Rwanda, c'est différent. Pour le Rwanda, c'est transférer les migrants. Alors, c'est important de le dire parce que nous sommes en plein, on va dire, dans les États-Unis d'Amérique sous Trump. Trump qui a l'obsession d'expulser les migrants, ceux qui demandent l'asile. Eh bien, le Rwanda se propose comme le déversoir. Alors, pour accueillir ces migrants-là, voilà un peu la différence. Voilà où se situe aussi une sorte de rivalité parce que dans le fond, même si le Rwanda et la RDC ont signé d'abord un accord le 27 juin, un accord de paix, dans cet accord il y a aussi un volet économique, il y a aussi un accord économique qui doit suivre entre la RDC et le Rwanda pour l'exploitation des ressources, n'est-ce pas? Et l'exploitation aussi, on va dire, l'énergie autour de la Kivu, autour du parc, des différents parcs. Il y a cet accord-là économique qui doit suivre entre le Rwanda et la RDC, mais aussi bien au Congo qu'à Kigali au Rwanda, il y a dans un coin de la tête des dirigeants de ces pays-là que le fait qu'entre le Rwanda et la RDC, il se joue un jeu à somme nulle. C'est quoi un jeu à somme nulle? C'est-à-dire le gain de l'autre entraîne forcément la perte. Le gain de l'un entraîne forcément la perte de l'autre. Donc, la RDC considère que nous devons jouer, la RDC doit jouer au maximum avec les États-Unis pour s'imposer comme le partenaire idéal dans la région. Et donc, dans ce jeu à somme nulle, si vous vous imposez comme le partenaire idéal, ce sera aux dépens des autres. Donc, aux dépens aussi de Kigali. Mais dans la tête des gens de Kigali, ils veulent aussi rester ou bien s'imposer comme dans ce jeu à somme nulle là, comme le partenaire idéal. Donc,
se montrer que c'est nous. Donc, coopérer avec nous. Et si vous êtes avec nous, les autres, ce sera à leur dépens aussi. Donc, c'est là un petit peu la rivalité qui peut se cacher là-dedans. On va donc observer ces dossiers avec prudence et continuer à les suivre. Monsieur Patrick Ilunga, nous vous remercions pour votre intervention. Voilà, c'est moi qui vous remercie, Blessed Kouzola. On va passer à un autre sujet. Dans le cadre de la modernisation de l'administration publique, le ministère du portefeuille de la République démocratique du Congo a procédé au lancement officiel de son portail numérique. Cette nouvelle plateforme vise à renforcer la transparence, améliorer la gestion des entreprises publiques et faciliter l'accès aux données essentielles par les citoyens, les investisseurs et les partenaires. Hervé Landry-Ngoy. Dans un élan de modernisation et de transparence, le ministère du portefeuille de la République démocratique du Congo a officiellement lancé ce mardi son nouveau portail numérique, une plateforme dédiée à la gestion et au suivi des entreprises du portefeuille de l'État. La cérémonie s'est déroulée à Kinshasa en présence de plusieurs membres du gouvernement, représentants des entreprises publiques, partenaires techniques et acteurs de la société civile. Le ministre du portefeuille explique les principes du portail numérique. Le numérique dans le secteur du portefeuille n'est pas un simple outil d'appui, mais un véritable levier de pilotage stratégique. Il est question de rendre visibles les données essentielles, d'en assurer le suivi, de les structurer, les fiabiliser et d'en permettre un accès encadré à tous les acteurs concernés. Ces nouveaux outils digitaux permettra aux décideurs politiques, aux investisseurs et aux citoyens d'accéder aux données clés des entreprises publiques. Ce portail numérique est conçu par des jeunes Congolais ressortissants de l'Université de Kinshasa. Ces jeunes chercheurs œuvrant au sein de la SBN-SBS sont au nombre de 31, dont 2 jeunes filles. L'une licenciée en économie, l'autre ingénieure informaticienne. Ces jeunes gens et jeunes filles, je les prie de se mettre debout pour mieux se faire voir par le public. « 21 de ces jeunes warriors, vous pouvez vous rasseoir, sont ingénieurs informaticiens de la faculté des sciences de l'université de Kinshasa, alors que 10 sont diplômés en économie de la faculté d'économie et gestion de la même université. » Avec ses pas vers la transformation numérique, le ministère du portefeuille entend renforcer la redevabilité, améliorer la gouvernance des entreprises publiques et surtout rétablir la confiance entre l'État et les citoyens. Et puis, le braquage meurtrier d'un véhicule transportant de fonds ce lundi 4 août à Rigini, en plein cœur de Kinshasa, mais une fois de plus, en lumière le rôle central des motos dans les attaques armées. Les 2 roues sont devenus les complices idéaux de braqueurs de la vie de certains experts. Tant que l'État n'aura pas réussi à avoir un certain contrôle sur le moto, l'insécurité continuera de gagner du terrain dans la capitale congolaise. Dans Momat. Un véhicule transportant de l'argent a été violemment attaqué ce lundi 4 août 2025 vers 17 h à Rigini, dans la commune de Lemba. Le fait se sont produits sur l'avenue Chapelle où le policier chargé de sécuriser le convoi a été abattu sur place selon des témoins. Les assaillants, lourdement armés, ont pris la fuite à moto vers l'avenue Université, tirant en l'air pour s'effrayer un chemin. Ces braquages s'ajoutent à une série d'attaques qui secouent la capitale depuis plusieurs mois, marquant une escalade dans la criminalité urbaine. Après le petit commerce et les bureaux d'échange, ce sont désormais les véhicules de transport de fonds qui sont visés. Le mode opératoire est bien rodé. Un groupe de 4 à 6 motos surgit, encercle la cible et l'opération est menée en quelques minutes. Tandis que certains membres neutralisent la sécurité et s'emparent de l'argent, d'autres surveillent les environs. Une fois le vol terminé, tous disparaissent rapidement dans la circulation, s'effondrant dans la masse de motards.
Cette efficacité logistique témoigne d'une organisation criminelle de plus en plus structurée, difficile à appréhender par les forces de l'ordre. Derrière ces attaques se cache un problème de fond. L'absence de contrôle dans le secteur des motos à Kinshasa. Devenu indispensable à la mobilité urbaine, les deux roues sont aussi l'outil idéal des criminels. Vitesse, discrétion, mobilité dans les ruelles, les motos facilitent les fuites et rendent les braqueurs quasi intraçables. La majorité des engins ne sont ni immatriculés, ni soumis à un encadrement clair. Les conducteurs opèrent souvent sans permis, hors de tout cadre légal ou syndical. Malgré des promesses de régulation, aucune réforme sérieuse n'a vu le jour. Ces vides réglementaires continuent de favoriser l'impunité et l'insécurité. Le braquage des Rigini en plein jour illustre une réalité préoccupante. Kinshasa fait face à une criminalité mobile et organisée qui exploite les failles du système. Tant que le secteur de deux roues restera hors de contrôle, les habitants resteront exposés et les forces de sécurité dépassées. Et puis, je l'ai annoncé en titre, 3 morts de diarrhée parmi le sinistré du site CNPP à Kinshasa. Ces décès ont été signalés ce mardi par le sinistré qui alertait déjà depuis plusieurs jours sur leurs conditions de vie précaires installées sur le site de la CNPP dans la commune de Lantsele. Ils se disent exposés à plusieurs maladies, notamment au choléra qui frappe actuellement la capitale. Un reportage de Rachel Missenga et Giscard Tamba. Ce matin, le pire est arrivé. 3 personnes ont succombé au choléra et plusieurs autres présentent de diarrhée sévère sur le site d'hébergement temporaire du CNPP dans la commune de Lantsele. Le drame sanitaire redouté depuis quelques semaines par les habitants et les observateurs est désormais une réalité. Nous vivons dans une situation impossible. Les eaux utilisées dans l'enceinte de la clôture des CNPP par les sinistrés exposent tous les quartiers face à une odeur nauséabonde, une odeur pas possible. Nous sommes exposés et ce matin, curieusement, nous venons de faire face à 3 morts. 3 morts dans les cas des sinistrés qui viennent de perdre la vie suite à des diarrhées. Nous ne savons pas si c'est dû à la choléra ou à une épidémie et cela nous met dans une peur permanente face à cette situation. Si les autorités pouvaient réagir et trouver des mesures favorables qui pouvaient mettre dans de bonnes conditions nous qui sommes habitants dans ces coins et aussi même pour les sinistrés, ça serait une bonne chose. En tout cas, nous faisons appel aux autorités de notre pays de pouvoir et de vouloir bien mettre sur table ces cas que nous sommes en train de vivre actuellement dans ces coins de la capitale. Nous vous remercions. Pourtant, il y a quelque temps déjà que les sinistrés alertaient sur le risque qu'ils encouraient à vivre dans ces sites dans une ville frappée par l'épidémie de choléra. Condition ya protocole ou bien sanitaire, nous sommes exposés à la maladie. Yo moko moni esika tozo solo na yo moni salité ndenge ezali. Tozaka exposé na maladie. Toka chef de l'État akanisela biso tolungwa isika parce que toza exposé na maladie tokokufa. Toza bien te. Salité eleki makasi. Toilette ya malonga ezate. Na ba douche ya malonga ezate. Tozo mela mai mabe ya forage. Mai mungwa. Ça mai ya bien te ya komela. Toza na. Depuis les inondations meurtrières du 5 avril dernier à l'est de Kinshasa, des centaines de sinistrés vivent entassés sous des tentes dans des conditions précaires. Installés sur un terrain dépourvu de toilettes, de douches et d'accès à l'eau potable, ces familles sont confrontées au quotidien à un risque élevé de maladies hydriques, une situation qui inquiète aussi les riverains. Nzelo nyonso ndenge ozomona basalite nyonso eza ba sinistre oyo session ya CNPP kuna. Donc bango bayebi ko gérer nini te mai ya masuba mai ya banie yango ezokita na matiti bazobwaka na désordre yango nzela komi boye. Donc bazoko exposer biso na ba maladie ya ndenge na ndenge tozokoka lisusu te. Nzela ezaki bien par full. Mais maintenant ate biso bata CNPP talanga.
mai ko bandana dira sapata SNPP tina sekuna tozo bika na kati ya solo tozana bana biso moko na ba mikolo oiko leka na tongo bolie eloko te ba solo otango zoko bendango maladi balukela bango solution biso pe atopema na kimia tokoloba po boete mokonza mboka lukela bango solution boete mai na bango bazo sokola mai ya badouche place mai oye fandaka me boye penza mama o mboka ni bato vivre abu to comment vivre ko ba prisonnier ko bana ba va kata ndako ba sa tali bande zete mai oyo kita tina sekuna. Annoncé à plusieurs reprises, notamment par le président Félix-Antoine Tshisekedi, cette relocalisation s'est fait toujours attendre. Pendant ces temps, la situation se détériore chaque jour. De plus en plus, ici, c'est une vie en danger, alerte un habitant. Rendons-nous en Ituri, où la France a accordé une subvention d'1,5 million d'euros à Première Urgence Internationale et Solidarité internationale pour un projet humanitaire d'1 an lancé le 1er août 2025. L'initiative vise à répondre à la crise nutritionnelle dans les territoires d'Irumu en soutenant plus de 9000 femmes et enfants avec des soins gratuits et une assistance nutritionnelle. Le programme prévoit également une aide alimentaire à 520 ménages ainsi que des actions de relèvement durable pour renforcer l'autonomie de 520 autres familles. Et puis, la demande de population de Lubero et de Chabunda trouve enfin une solution du gouvernement à travers Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, qui a reçu dans son bureau les élus de ces deux territoires ce lundi 4 août, Obed Mouindo Simissi et Émile Soumali Misika, respectivement députés de Lubero dans le Nord Kivu et de Chabunda dans le Sud Kivu. Quelques actions humanitaires en faveur de populations vulnérables des victimes de catastrophes naturelles ont été posées pour répondre aux besoins. Rachel Misenga. C'est lundi 4 août, Obed Mouindo Simissi et Émile Soumali Miseka, respectivement députés de Lubero au Nord Kivu et de Chambunda au Sud Kivu, ont frappé à la bonne porte, celle du ministère, dirigée par Nathalie Aziza Mounana. Cette dernière s'est illustrée par ses actions humanitaires en faveur de populations vulnérables et des victimes de catastrophes naturelles, conformément à la vision du chef de l'État et au leadership de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Devant la ministre, les deux élus ont formulé les préoccupations de leurs électeurs qui ont urgemment besoin d'une assistance humanitaire. Reconnaissant la promptitude de la réaction de la ministre, Obed Mouindo Simissi s'est réjoui et a invité sa base électorale à réserver un accueil chaleureux à la ministre qui a déjà dépêché une équipe en mission anticipée dans les territoires de Lubero. La demande de la population maintenant aura une réponse favorable. D'autant plus qu'il y a une équipe d'avance qui est sur terrain, au Nord Kivu, principalement dans le Front Grand Nord, dans le territoire de Lubero, juste pour préparer toutes les activités qui précèdent cette assistance. Je vais du terrain, je vous ai dit que je vais voir la ministre des Affaires humanitaires, sociales, pour les différentes assistances. Et maintenant, la réponse est à la porte. Et donc, la population doit être calme. Pour sa part, Émile Soumali Miseka a plaidé pour le malade hospitalisé en situation de précarité. Très heureux de la réponse immédiate d'Aziza Mounana, l'élu de Chabunda a informé sa population de sa présence aux côtés de la ministre pour concrétiser la vision du chef de l'État et le leadership de la première ministre. Vous savez que nous avons mené pendant plusieurs mois un plaidoyer en faveur de la population de Chabunda qui a été délaissée. Chabunda qui est asphyxié aujourd'hui après la prise des villes de Goma et de Bukavu. Il y a rupture des stocks des denrées alimentaires, il y a rupture des médicaments dans les hôpitaux et nous avons lancé un cri d'alarme. Aujourd'hui, nous venons d'avoir une réponse et donc j'ai l'honneur d'informer à la population de Chabunda qu'une équipe est déjà en route. Elle a quitté hier Kinshasa, elle est déjà à Beni. Et d'ici la fin de cette semaine, il y aura déjà une grande équipe avec un convoi humanitaire
qui arrivent sur place à Chabunda. Cette action du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale s'inscrit dans une lutte qu'essaie assigner sa ministre, redonner joie, sourire, paix et quiétude aux plus vulnérables. Rentrons en Ituri, dans son chef-lieu Bunia, où le travaux de construction du nouvel aéroport moderne avance à un rythme soutenu avec un taux d'exécution estimé à 60%, initié pour doter la région d'une infrastructure aux normes internationales. Cette réalisation est perçue comme une bouffée d'oxygène pour une province longtemps confrontée à l'isolement, aux conflits armés et au manque de connexions logistiques fiables. Hervé Landringoy. En pleine période de l'état des sièges, la province de l'Ituri s'apprête à franchir une étape importante dans son désenclavement. La ville de Bunia bénéficiera bientôt d'un aéroport moderne aux normes internationales. Les travaux de construction de cette infrastructure stratégique sont déjà réalisés à près de 60% selon des sources officielles. Ça, c'est la piste, comptons la mettre en service en septembre. On va terminer le 2500. Quant à l'aérogare, on pense que d'ici fin d'année, l'aérogare de la Cet aéroport représente une avancée majeure pour l'Ituri, longtemps coupé du reste du pays par l'insécurité et le manque d'infrastructures adéquates. Il devrait permettre l'ouverture de nouvelles connexions aériennes, commerciales, humanitaires et logistiques. Les grandes vacances sont donc effectives. Que faire pour occuper les enfants pendant ces vacances scolaires sans se ruiner? À chaque période de congé, de nombreux parents cherchent des idées à la fois enrichissantes et accessibles pour divertir leurs enfants. Dieudonné Kassongo répond à ces besoins en proposant une série d'activités simples, ludiques et formatrices au programme de moments de lecture pour éveiller la curiosité, des activités sportives pour bouger et se défouler, mais aussi des instants privilégiés en famille pour renforcer le lien et de partager le vrai temps des qualités. Gigi Nende. Les vacances scolaires sont souvent synonymes de temps libre pour les enfants, mais elles représentent parfois un véritable défi pour les parents qui souhaitent proposer des activités à la fois économiques et bénéfiques pour la santé de leurs enfants. Dans ce contexte, il devient essentiel de trouver des loisirs à la fois enrichissants, accessibles et adaptés aux besoins des plus jeunes. Dieudonné Kassongo, activiste engagé, partage quelques recommandations simples et efficaces pour encourager des pratiques saines, économiques et formatrices pendant cette période. Parmi les loisirs, moi je proposerais la lecture. La lecture, c'est vraiment un loisir qui n'écoute pas grand-chose aux familles. Et ça ne coûte rien d'acheter un livre de $10, $15, de ramener à la maison, de demander aux enfants de lire, de faire des résumés. Et c'est lui qui va mieux exposer ces livres-là, aura un prix, vous mettez un prix. Nous avons les loisirs sportifs, les sports. Les sports, ça ne coûte pas aussi grand-chose. Il suffit d'inscrire l'enfant à un centre. Et généralement, nous le savons, avec les centres, vous pouvez payer la semaine $10 ou le mois $30. Et l'enfant s'est construit physiquement, mais aussi émotionnellement. Et il y a tant d'autres loisirs comme la promenade. C'est un loisir qui aide les enfants à connaître la nature, à connaître le milieu ou les zones qu'ils n'ont jamais visitées. Mais aussi, cela leur aide à construire leur intelligence au niveau où ils peuvent se dire... Je suis né à Kinshasa, mais j'ai eu un jour à visiter le Lualaba. Je me suis fait une idée des activités qu'il y a là-bas. Et un jour, il peut se projeter dans la vie parce qu'il a eu à visiter un coin ou à se promener pendant la période scolaire. Ces initiatives favorisent le développement global des enfants sur les plans physiques, mental, social, tout en permettant aux familles de vivre des moments précieux sans avoir à dépenser une fortune. Les vacances peuvent ainsi devenir une belle occasion
de créer des souvenirs durables tout en veillant au bien-être et à l'épanouissement des plus jeunes. Et puis, dans les secteurs sportifs, Kinshasa sera le centre du football africain le 6 octobre 2025 avec la tenue de la 47e Assemblée générale de la Confédération africaine de football, réunissant le président de 54 associations membres et les leaders du football du continent, une occasion unique pour renforcer la solidarité, discuter de projets et promouvoir le développement du football en Afrique. Suivez. C'est désormais officiel, la 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football se tiendra à Kinshasa le lundi 6 octobre 2025. Une annonce qui fait déjà vibrer le cœur de passionnés de football sur le continent. Pendant une journée, la capitale congolaise deviendra le centre de gravité du football africain. Le président de 54 fédérations membres, le représentant de 6 unions zonales ainsi que de hauts dirigeants du sport roi vont fouler les sols quinois pour prendre part à cet événement d'envergure. Sous la présidence du patron de la CAF, le Sud-Africain Dr Patrice Motsepe, l'Assemblée aura pour mission principale l'adoption des bilans et les votes des futures orientations du football continental. Les détails sur le programme, les intervenants invités ou les modalités d'accréditation média seront communiqués ultérieurement par la CAF. Toutefois, cet événement s'inscrit dans une année 2025 particulièrement dense pour l'instance continentale. Entre les compétitions majeures comme le CHAN, le CAN masculin et féminin, les coupes de jeunes et la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, l'ordre du jour sera chargé. C'est plus qu'une simple réunion, c'est un moment où se dessine le grande ligne du futur du football africain avec des enjeux sportifs, économiques et même politiques. Et Kinshasa, ville historique et vibrante, s'apprête à écrire une nouvelle page dans l'histoire de la CAF. Le choix de Kinshasa illustre la volonté de la CAF de consolider la présence africaine au sein de ses organes décisionnels tout en encourageant la relance du football national après des perturbations infrastructurelles et sanitaires. Une façon de valoriser la RDC, capitale sportive du continent sur la scène internationale. Place à présent à l'actualité en dehors de frontières congolaises. Les petites et moyennes entreprises demeurent au cœur de l'économie. Elles représentent à elles seules plus de 90% des entreprises en Afrique et emploient près de 60% de la population active. Illustration sur la situation en Côte d'Ivoire où, d'après les autorités, plus de 56 000 PME ont bénéficié d'un accompagnement depuis 2017. Suivez. Plus de 56 000 petites et moyennes entreprises ont bénéficié d'un accompagnement depuis 2017 en Côte d'Ivoire, ce qui représente une augmentation significative de leur nombre, illustrant ainsi l'importance de ces sociétés dans le développement économique du pays. C'est plus de 56 000 entreprises accompagnées dans le cadre du programme. C'est plus de 18 000 jeunes Ivoiriens qui ont postulé. Sur ces 18 000 jeunes qui ont postulé, 7 500 ont été retenus par la Côte d'Ivoire, PME en appui bien sûr à différents acteurs de l'écosystème. C'est ce qui a accompagné un programme de renforcement des capacités sur environ 4 mois sur les thématiques, a dit Salim Mbamba, directeur général de l'agence Côte d'Ivoire. Les PME sont des acteurs clés de la création d'emplois et de la stimulation de la croissance économique. Elles occupent donc un rôle majeur dans l'économie malgré leur importance. Ces entreprises font face à plusieurs défis. Soutenir les petites et moyennes entreprises est un impératif en Côte d'Ivoire où ces sociétés représentent plus de 20% du PIB. Et pour faire face à la hausse rapide du trafic maritime et à l'arrivée de navires de nouvelle génération en République du Congo, la société Congo Terminal renforce la modernisation de ses équipements portuaires en installant ces nouveaux portiques des parcs RTG. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie d'expansion visant à positionner le port de Pointe-Noire comme une plateforme de référence en Afrique centrale et la côte ouest africaine. Rachel Missenga.
En vue de faire face à la hausse rapide du trafic maritime, Congo Terminal en République du Congo a réceptionné entre juin et juillet 2025 7 nouveaux portiques de parc RTG au port de Pointe-Noire. Dotés d'une capacité d'élevage de 40 tonnes, ces équipements de dernière génération manipulent des containers jusqu'à 5 niveaux de hauteur. Face aux nouvelles exigences des compétitivités de port et à la concurrence entre le port des Pointe-Noires, doit démontrer une aptitude de recevoir le bateau de nouvelle génération et une aisance à faciliter la fluidité de marchandises, d'où la nécessité de modernisation non seulement des équipements, mais du service portuaire. A dit Honoré Justin, expert en intelligence économique. Ces équipements des dernières générations permettront d'accroître la productivité sur le parc, de réduire le temps d'attente et d'augmenter la capacité de stockage. Avec 33 portiques RTG, 8 portiques des cailles STS, Congo Terminal renforce ses capacités opérationnelles. Cette modernisation des infrastructures portuaires vise à soutenir davantage le poids des hydrocarbures dont le PIB national actuel à environ 42%. Depuis les débuts de sa concession, en 2009, Congo Terminal indique avoir investi plus de 450 millions d'euros dans les infrastructures, la formation du personnel et l'acquisition d'équipements de pointe. À place à présent, madame, monsieur, à la revue de presse avec la sélection et les commentaires de Dans mon mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Forum de ZAS ouvre ses tours d'horizon en revenant sur le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, accusé de détournement des deniers publics dans le cadre d'un projet de construction de prison à Kisangani. La Cour de cassation a décidé lundi 4 août de renvoyer l'audience au mercredi 6 août, en cause l'absence de plusieurs témoins cités par la défense, contrairement à ceux du ministère public qui, eux, ont été dûment convoqués. Le juge président Justin Kibamba, soucieux d'assurer l'équité du débat, a exigé la présence de toutes les parties à la prochaine séance, promettant une audition unique et décisive. À cette lourdeur judiciaire répond un souffle de renouveau institutionnel avec le potentiel qui braque ses projecteurs sur la Banque centrale du Congo. Lundi également, André Ouamesso a officiellement pris ses fonctions de gouverneur, succédant à Malangou Kabedi. Ces changements, bien plus que protocolaires, marquent une ambition claire: redresser une économie secouée par l'inflation, la volatilité du franc congolais et la faible inclusion financière. Fort de son expérience aux côtés du chef de l'État, Ouamesso incarne une volonté de réforme mêlant rigueur, indépendance et vision stratégique selon le tabloïd. Mais ces tableaux d'avenir se heurtent à une ombre persistante que Géopolis Hebdo rappelle avec vigueur: l'absence criante d'électricité dans le pays. 65 ans après son indépendance, la RDC reste plongée dans l'obscurité, au propre comme au figuré. Un Congolais sur 5 seulement a accès à l'électricité et les hôpitaux, les écoles, les usines survivent plutôt qu'ils ne fonctionnent. Enfin, la prospérité ramène l'attention sur une urgence démocratique. La COFEP dénonce avec force l'arrestation brutale de la journaliste Glody Ndaya, survenue lundi à Kinshasa alors qu'aucune raison ne lui a été communiquée. Amenée sans ménagement par des agents civils, cette interpellation met en lumière les risques que courent les femmes journalistes en RDC. Ainsi, c'est clos cette revue de presse. Au revoir. Fin de ce journal, madame, messieurs, je m'en vais vous rappeler les 3 principaux titres. Le
États-Unis d'Amérique de plus en plus actifs dans la coopération avec le pays de la région de Grand Lac après la mise en place du projet du corridor de Lobito ou les deals miniers à venir avec la RDC. Washington a conclu un accord avec Kigali pour déverser au Rwanda 250 migrants. Un projet qui interroge notamment par rapport à ce timing. Vous l'avez suivi avec Patrick Ilunga notamment. Et puis 3 morts de diarrhée parmi le sinistré du site CNPP à Kinshasa. Ces décès ont été signalés ce mardi par d'autres sinistrés qui alertaient depuis plusieurs jours déjà sur leurs conditions de vie précaires. Et à l'international, pour faire face à la hausse rapide du trafic maritime et à l'arrivée des navires de nouvelle génération en République du Congo, la société Congo Terminal renforce la modernisation de ses équipements portuaires en installant 7 nouveaux portiques de parc RTG. C'est donc la fin totale et complète de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une prochaine grande édition de votre journal. N'oubliez pas, la bouche qui reste fermée 2 fois peut éviter un certain problème. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.